Émile Robichaud, éducateur. Monsieur Robichaud, on dit de l'école que c'est le lieu des valeurs. Or, ce que vous croyez, vous, c'est que l'école devrait redevenir une valeur. C'est donc dire qu'à vos yeux, elle l'a perdue. Oui. Oui, parce qu'on a voulu la transformer, lui donner toutes sortes de missions qui ne sont pas nécessairement la sienne. On a voulu qu'elle soit à la fine pointe du progrès, on a voulu qu'elle soit à la mode. Je lisais dernièrement une boutade, quelqu'un qui disait que la modernité, c'est la mode qui se donne des airs d'éternité. Une école ne peut pas être à la mode, l'école ne doit pas être à la mode. Je pense que l'école, qui est un lieu de réflexion, un lieu de méditation, un lieu de synthèse, ne peut pas être la fine pointe de la mode. C'est André Gide, je pense, qui disait que les hommes et les femmes intelligents sont toujours en retard d'une idée, parce qu'ils réfléchissent sur l'idée qui précède. C'est un peu l'idée que je me fais de l'école. L'école ne peut pas être à la fine pointe de la mode. Mais si on a voulu tant de choses pour l'école, c'est qu'on a eu des choses à lui reprocher, au fond. Oui. Oui, parce que le malentendu, peut-être, c'est qu'on a oublié cette vocation première de l'école et que tout ça a coïncidé, évidemment, avec l'avènement d'une clientèle nouvelle à l'école. Il y a toujours un malentendu qui se pose quand on parle de l'école. C'est qu'on en fait une espèce d'abstraction. On parle de l'école publique avec un grand E et un grand P. Je pense que dans la mesure où on accepterait qu'il doit y avoir des écoles et non pas un seul type d'école, à ce moment-là, on accepterait cette diversité qui est nécessaire et qui est le propre de la démocratie, je pense. Mais dans la mesure où on veut faire une école qui est une espèce d'abstraction, qui correspond à une espèce de vue commune à l'ensemble des gens, on perd un temps précieux. C'est ce qu'on fait actuellement. D'ailleurs, essayer de faire des consensus sur ce que l'école devrait être. Oui, mais derrière ça, il y avait quand même quelque chose, enfin, il y avait quand même de la bonne volonté et peut-être une idée généreuse. C'était que si l'école doit être, il doit avoir qu'une école, c'est parce qu'on veut qu'elle serve de la même façon à tout le monde. C'était aussi une préoccupation démocratique. Oui, c'était une excellente préoccupation. Je pense qu'il faut la reconnaître. Mais c'était pas la façon de faire. C'est pas la façon de faire parce qu'il y a des choses qui tombent sous le sens. On accepte facilement qu'il y a des publics pour le théâtre, il y a des publics pour la musique, il y a des publics pour la littérature. Je pense qu'il y avait moyen de, je dis ça en blague un peu, il y avait moyen de mettre tous les enfants à l'école sans les mettre tous dans la même école. Quand on a vendu l'idée des grosses écoles, par exemple, on a voulu associer l'idée de grosses écoles et de démocratisation. Ça a été la première erreur. On peut mettre la même population scolaire dans 2 ou 3 écoles. Il y a le même nombre d'enfants qui fréquenteront les écoles, mais ils seront dans des écoles qui répondront probablement à des besoins tout à fait différents. On le sait dans nos familles. On a 2 ou 3 enfants qui sont tellement différents les uns des autres. Prenez l'exemple du pensionnat. Il y a autrefois des enfants qui étaient très heureux dans les pensionnats, d'autres pour qui c'était un enfer. Alors il faut, je pense, essayer de respecter ces différences individuelles et d'offrir aux enfants des écoles qui correspondent à leur façon d'être et qui ne reproduisent pas nécessairement, je ne sais pas, les désirs refoulés des adultes, qui veulent revivre souvent leur vie et qui oublient souvent que d'imposer aux enfants ce dont on a rêvé, c'est aussi leur imposer quelque chose. Oui, mais on a l'impression qu'à certains moments, certaines personnes qui se sont rappelées l'école du passé ont été nostalgiques dans la façon de s'en rappeler. Au fond, on ne se rappelait que les bonnes choses et ont oublié que l'école n'a pas su, à certains moments, jouer le rôle qu'elle devait jouer. Ça me frappe depuis quelques années une émission comme Avis de recherche. Je pense que je n'ai jamais entendu. Depuis, je ne peux pas toujours écouter l'émission, mais à chaque fois que j'ai regardé cette émission-là, ce qui m'a frappé toujours, des gens de toute espèce. Il y a des gens qui sont des méditatifs, il y a des gens qui sont des gens fébriles, mais jamais il n'y a personne qui a remis en question de façon systématique l'école qu'il a fréquentée. Au contraire, on s'amuse maintenant de certains torts, peut-être de cette école. Mais de blâmer de façon systématique le type de pédagogie qu'on y vivait, je l'ai rarement vu. Parce que je pense qu'on a été très injuste envers nos écoles. Il s'est passé un peu ceci. Beaucoup de gens qui puisaient dans la littérature pédagogique européenne ont puisé cette idée d'école magistrale. Et on a souvent essayé de nous faire croire qu'existait au Québec ce type d'école magistrale qui a existé en France, bien sûr, de façon très nette, mais qui n'existait pas à ce point-là au Québec. Je pense que les écoles que j'ai vécues, parce que j'ai commencé ma carrière dans une école élémentaire, et quand parfois on me décrivait cette espèce d'école élémentaire où les enfants étaient tous assis à leur banc, sans bouger, pendant 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, sans que le professeur leur adresse la parole ou à peu près pas,
J'ai enseigné à ce niveau-là, je n'ai jamais connu, même quand j'étais jeune, ce type d'école. Alors, on a un peu caricaturé l'école dite traditionnelle, pour ensuite de ça s'amener avec une espèce de grande libération. Je pense qu'il était là, le malentendu. Bien sûr, il y a peut-être, dans la tradition pédagogique, il y avait des choses qui devenaient peut-être caricaturales. Mais je ne pense pas que c'était le lot. Il y a des choses qu'on a mises de côté aussi et qui font souffrir beaucoup les enfants actuellement. Oui. Est-ce que dans votre façon de voir l'école, pour vous, une école, ça peut être à la mode? Non, difficilement. Ça ne peut pas être à la mode, une école, parce que, d'abord, la mode passe très vite. Et ce n'est pas le lieu d'école. C'est Paul Tremblay qui écrivait il y a quelques années que l'école n'a pas à être le singe de la société. Ce que l'école doit faire, c'est que l'école doit apporter les éléments essentiels que la société n'apporte pas. Ne serait-ce que, par exemple, l'élément de réflexion, ne serait-ce que l'élément de synthèse, et de donner aux enfants les assises de leur vie. Et quand je dis assises, c'est des connaissances, bien sûr, mais à travers les connaissances, j'aime beaucoup parler d'orthographe, à travers les connaissances, d'apprendre aux enfants à être... Vous savez, là vous avez un très bel exemple. On a dit à un moment donné que l'école traditionnelle ne livrait que des savoir-faire. On enseignait l'orthographe, un point c'est tout. L'école nouvelle s'est amenée en disant, nous allons aller plus loin que ça. Nous allons dépasser les savoirs fondamentaux pour faire du savoir-être, comme on disait si bien. On s'est donné des programmes de savoir-être. C'est un peu cocasse quand on y pense. C'est là qu'on s'aperçoit que les gens réfléchissent pas en profondeur sur les mots. Dans les savoirs fondamentaux, je donne le cas de l'orthographe, il y avait bien sûr du savoir-être qui passait. Vous connaissez ce texte de Bossuet très beau, où Bossuet, écrivant au dauphin, lui dit « Sachez, monseigneur, que derrière la faute d'orthographe qu'on vous reproche, il y a un défaut d'attention. Et ce que je vous reproche, quand je vous reproche de mal orthographier, c'est pas de mal orthographier d'abord, c'est d'abord d'être inattentif. » Et donc, il y aurait moyen, je me suis amusé à le faire, il y aurait moyen de montrer que derrière les façons de faire de l'école traditionnelle, il y avait des apprentissages fondamentaux. Les enfants qui faisaient une dictée tous les jours, les enfants qui apprenaient du vocabulaire, ces enfants-là faisaient l'apprentissage de savoir-être et de savoirs fondamentaux. Quand on a fait ces bouleversements dans les écoles, on a parlé d'humanisme. Enfin, on dit que c'est un objectif humaniste de plus large. Comment il se fait qu'on a parlé d'humanisme et qu'on a vidé ça du contenu humain? Qu'on n'a pas tenu compte des êtres humains. Je pense, par exemple, vous disiez tout à l'heure, l'école, ça doit être un lieu de silence. Vous savez, quand on imagine les écoles maintenant, même des écoles, et surtout les écoles secondaires, où ce sont de grosses usines, je veux dire, on entend tout autre chose que le silence. On a l'impression que ça n'est plus jamais silencieux, une école. Ça rejoint la question fondamentale que vous me posiez tantôt. On définit l'humanisme de plusieurs façons. Le petit Robert, parce que vous imaginez que j'ai longuement médité ces réflexions de l'humanisme. Le petit Robert nous dit que l'humanisme, ça peut être cette façon de voir la vie, l'ensemble de l'univers, comme étant uniquement au service de l'homme. Alors à ce moment-là, on fait de l'homme et de la conception à la mode de l'homme l'essentiel de toute l'organisation de la société. L'humanisme, ça peut être aussi la formation de l'esprit humain par la culture littéraire, la culture scientifique. Si on fait de l'homme actuel, de l'homme moderne, le centre de la société uniquement, je pense qu'on ne fait pas de l'humanisme à ce moment-là, parce qu'on oublie que cet homme, actuellement, sa façon de faire les choses, qu'on dit moderne, est tout à fait passagère. Et je pense que si vraiment on fait vraiment la formation de l'esprit humain, ce que l'humanisme devrait être par la culture littéraire et scientifique, et qu'on met les enfants en contact avec les grandes réalisations du passé, et aussi avec les grandes prises de conscience du passé. C'est Gustave Thibon qui disait de façon très belle que les textes classiques le sont, parce qu'ils sont le produit du dialogue de l'homme avec sa source. Alors, ces textes-là sont toujours beaux, que ce soit des textes de Platon, que ce soit des textes de Rimbaud, que ce soit, peu importe les textes, sont toujours des textes qui nous rejoignent très profondément. Alors, ce qu'il faut faire dans une école, bien sûr, vous voyez, c'est pas de mettre les enfants en contact avec le journal, on peut le faire, mais de faire du quotidien, l'outil habituel. De l'actualité. L'outil pédagogique par excellence, c'est monstrueux. C'est monstrueux parce qu'on vient accréditer l'idée que ce monde qui passe est un monde fini, qui a commencé et qui a fini avec nous. C'est ce qui fait dire à des jeunes, d'ailleurs ça m'a frappé l'autre jour, j'étais dans une école secondaire, je rencontrais des jeunes, un jeune qui me disait, moi, ce que mes parents ont vécu, je ne peux pas le savoir, je ne l'ai pas vécu. Comme s'ils réinventaient le monde au moment où ils existent et que le monde n'existe que depuis qu'ils sont là. Mais comment sommes-nous arrivés à... Comment ces enfants-là peuvent-ils raisonner comme ça aussi rapidement? C'est qu'on on n'aura pas pris le respect
de ce qui a fait vivre les autres. C'est ça l'essentiel de l'école. C'est de montrer aux enfants que derrière ces apparences, derrière ces choses qui sont démodées, il y avait des femmes et des hommes qui ont vécu, qui ont été heureux, et qui ont pratiqué des façons d'être. Ou qui ont été malheureux. Mais... Ou qui ont été malheureux, peu importe. Mais à ce moment-là, il y avait quand même d'autres façons de faire. Mais ce contact des enfants, de soi avec les grands textes, c'est Gabrielle Leroy qui écrit dans son Détresse et Enchantement une phrase qui m'a beaucoup frappé. Elle raconte que, bien sûr, il faisait du théâtre, mais qu'il y avait aussi ces représentations de Shakespeare qui l'ont beaucoup marqué. Et elle disait, j'entendais ces grandes voix qui retentissent indéfiniment dans l'âme qui les a entendus. Ça rejoint très, très bien le texte de Thibon dont je parlais tantôt. Mettre les enfants en contact avec ces grandes voix, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que l'humanisme, fondamentalement, ça consiste à ça. Ça consiste à mettre les enfants en contact, non pas avec les commentaires qu'on a faits sur ces grandes voix. On en revient des commentaires, d'ailleurs, de plus en plus. Mais je pense qu'il faut mettre les enfants en contact avec les grandes voix qui parlent d'elles-mêmes. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, ce sont les enseignants. Comment les enseignants, qui sont des gens d'une autre génération et qui ont connu ces écoles dont on parle, comment les gens sont-ils venus à perdre ce qu'on leur a normalement donné dans ces écoles? J'aime beaucoup employer des exemples tirés de la vie. Vous savez que ce que la vie nous apprend, la vie reste l'intervenant privilégié. C'est la vie qui nous apprend à vivre. Et on sait que la nature nous apprend, par exemple, que l'humus, c'est une toute petite couche. L'humus, c'est une couche de terre insignifiante. Il y a beaucoup de roches, il y a beaucoup de sable, mais il y a très peu d'humus. Et si cet humus-là disparaît, il n'y a plus de vie. Il y a une érosion. Et c'est ce qui vraiment nous est arrivé. Il y a eu une espèce de décapage. D'érosion des âmes. Érosion des âmes. Et quand il n'y a plus d'humus, il y a bien sûr incapacité, d'abord de résister aux tempêtes physiques, on le sait. Je lisais un article dans l'actualité le jour qui nous disait qu'il y avait 1 million de tonnes d'humus en Éthiopie qui disparaît chaque année. Et c'est le désert. Bon, c'est insignifiant, une couche d'humus, c'est fait de toutes petites racines. On pourrait parler de ces tombeaux de toutes petites racines, mais qui fait que d'abord, le sol demeure et que deuxièmement, la vie peut s'implanter. Si cette couche insignifiante disparaît, il n'y a plus de vie possible parce que d'abord, il y a érosion du sol dans le domaine physique. Il y a aussi érosion parce que ce qui nous permet de résister à nos grandes tempêtes intérieures, puis Dieu sait son envie, c'est vraiment ce fait que cet humus, sans cet humus, les tempêtes intérieures qu'on vit tous nous arrachent. Et deuxièmement, la vie ne peut pas naître de ce sol sablonneux. Alors, il y a eu vraiment chez nous une espèce de décapage. Je l'ai vécu autour de moi, cette espèce de décapage radical, où on disait, ben, c'est insignifiant ce qu'on a enlevé des programmes. Au fond, quelques textes d'auteurs anciens, bon, c'est insignifiant, mais tout le monde sait que la couche d'humus est toujours insignifiante. C'est Jean Rostand qui emploie cette image très belle, quand Jean Rostand dit la civilisation de la fourmi est dans la fourmi. Les fourmis peuvent reproduire des fourmilières sans jamais avoir appris, parce que c'est inscrit dans leur chromosome. Il n'y a pas ça chez l'homme. Chez l'homme, la situation de l'homme n'est pas à l'intérieur de l'homme lui-même. La situation de l'homme est dans ses bibliothèques, est dans sa culture, est dans ses traditions. Et pour nous, chrétiens, elle est dans la révélation. Si les enfants ne sont pas mis en contact avec les révélations, si on ne transmet pas aux enfants cet héritage sacré des traditions de la culture, si on ne les met pas en contact avec les bibliothèques, donc avec les auteurs, bien évidemment, il n'y a pas d'humus qui se forme, il n'y a pas de vie qui peut naître. C'est ce que la vie nous enseigne, je pense. Oui. Donc il y a des responsables. Il y a des responsables. Il y a des responsables qui, peut-être inconsciemment, se sont pas rendus compte que la couche d'humus est fondamentale. Mais remarquez bien que ce qu'on a fait dans le domaine de l'éducation, on l'a fait partout. Ça a été un mode d'intervention sauvage, au fond. On a détruit, avec la même logique, et c'est ce que Lawrence appelle l'arrogance spirituelle de l'être humain. L'être humain qui s'est pensé investi de la maîtrise de la nature. Alors, l'être humain qui est intervenu, vous le savez, on a, à la même époque, on a détruit des églises, on a détruit des villes, on a détruit des tissus urbains, jusqu'à ce qu'à un moment donné, des gens, plus lucides que les autres, disent, ben, attention, si vous détruisez telle vieille maison dans tel quartier, vous créez quelque chose d'irremplaçable. Oui. Comment vous expliquez qu'au Québec, on l'ait fait de façon si radicale en si peu de temps? Parce qu'on est tout petit. Vous croyez que c'est une question de nombre? Oui, puis je Mais pourquoi les Suédois et les Finlandais ne l'auraient-ils pas fait? C'est qu'à ce moment-là, on est tout petit et les idées se répandent très vite chez nous. On est au contact des Américains et, chose cocasse, beaucoup d'idées américaines se répandent beaucoup plus vite chez nous qu'aux États-Unis. C'est un de mes amis économistes qui me disait, on lance une idée sur la côte Est, le temps que ça traverse les États-Unis, que ça se rende sur la côte Ouest, et vice-versa, c'est purgé, c'est nettoyé, c'est amendé. Chez nous, au Québec, parce que c'est tout petit, on a les moyens très rapidement et de transformer des choses de façon radicale. Ce qu'on fait au Québec actuellement, de transformer, par exemple, en 5 ans,
tous les programmes d'enseignement, de changer tous les manuels. Encore là, vous avez un très bel exemple de ce que c'est qu'un manque de respect pour les rythmes. La vie ne fonctionne pas comme ça. Et ce qu'on oublie, c'est que la vie est un équilibre. Il n'y a pas d'en soi. Peut-être que le nouveau programme, j'en doute, mais peut-être que le nouveau programme, supposons que le nouveau programme soit meilleur que l'ancien et que les nouveaux manuels soient meilleurs que les anciens. Mais le fait d'intervenir dans la vie des écoles de façon aussi brutale fait qu'à un moment donné, cette opération bonne en soi crée un choc épouvantable. Alors, tout le temps que les enseignants prennent à réapprendre ces nouvelles méthodes, à se familiariser avec ces nouveaux livres, bien, tout ce temps-là, on ne s'occupe pas des enfants, on met beaucoup de temps sur autre chose. Alors, vous avez un mode d'intervention, à mon avis, entre parenthèses et entre guillemets, sauvage. Mais ça pose aussi un jugement sur la qualité de la foi d'avant. Parce que si les gens avaient été des gens de foi, comme on l'a dit, l'humus aurait été un peu plus épais. C'est très fragile, l'humus. C'est très, très fragile. Et je pense qu'il y a, et vous le savez, on l'a vécu, c'est facile de décaper très rapidement. L'humus est fait de tout petites choses, je le disais tantôt. Et il suffit d'un vent tout petit pour balayer ces choses-là. Est-ce que les gens, quand vous parlez de foi, il y a bien sûr des grandes racines aussi. Est-ce qu'on avait Il y avait les valeurs chrétiennes traditionnelles, elles étaient là. Oui, les valeurs chrétiennes étaient là, oui. Comment se sont-elles laissées, ou ont-elles d'abord, comment se sont-elles laissées évacuer de cette façon-là? C'est la mode. C'est la mode, c'est que... Mais pourquoi sommes-nous plus à la mode? Vous avez dit tout à l'heure que c'est parce que les idées des États-Unis venaient plus rapidement ici. Mais enfin, il doit bien y avoir d'autres explications également. C'est comme si on perdait la mémoire à chaque génération ici. Oui, parce que, si vous me permettez l'expression, on a les moyens de perdre la mémoire. On peut, chez nous, de façon... puis il y avait peut-être cette absence de grandes racines. Bon. Il y a l'humus dont je parlais tantôt, mais il y a aussi les grandes racines. Il y a des toutes petites racines, et il y a les grandes racines. Peut-être que les grandes racines étaient absentes. Bon. Il y avait bien sûr chez nous, on le sait, dans nos collèges, cette culture traditionnelle, le grec, le latin qu'on avait étudié. Bon. Peut-être que les racines n'ont pas pu pousser en profondeur. Nous sommes très jeunes. Au moment où on fondait ici nos premiers collèges, au XVIIe siècle, il y avait quand même en Europe une très grande tradition. On dit que nos racines, notre humus était là, couche fragile, les racines étaient très peu profondes et facilement remises en question. Il y avait aussi cette pression. Nos gens ne sont pas facilement verbalisateurs. Les gens ont des convictions, mais ça s'est fait très rapidement au Québec. Ça a coïncidé, il faut s'en souvenir, avec une augmentation de la population extraordinaire et avec des moyens financiers extraordinaires aussi. Alors, les gens qui se sont amenés et qui avaient les moyens de faire des transformations radicales l'ont fait de façon rapide. Et c'est ce qui nous a perdus. Les gens qui auraient pu ou qui ont essayé, on a essayé de réagir. Un de mes collègues et moi avons publié en 1968 un tout petit livre qui s'appelait « Adolescents en détresse », en préface de Gilles Gendreau, qui était à Boscoville, qui voyait bien ce qui s'en venait. Mais c'était vraiment une tempête épouvantable. Ça a été vraiment un orage incroyable. Et la détresse, justement, ça s'appelait « Adolescents en détresse ». Si vous l'écriviez aujourd'hui, les adolescents sont encore plus en détresse quand on regarde le taux de suicide chez les jeunes. Oui, ils sont en détresse. 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, oui. J'aurais bien aimé que ça ne se réalise pas, mais ça s'est malheureusement réalisé. On a oublié les grandes lois de la nature dont je parlais tantôt. On a oublié dans nos écoles, très souvent, la nécessité de faire vivre les enfants dans des groupes d'appartenance. On a oublié les temps de réflexion. On a oublié surtout de préparer les enfants à l'existence vraie, à la réalité. Une école devient facilement un milieu schizophrénique, devient facilement un milieu qui vit hors de la réalité. Parce que c'est un milieu clos, en un sens. Parce que c'est un milieu clos, c'est un milieu où souvent les choses n'ont pas de conséquences, c'est un milieu où on est à l'abri. Les Indiens disent toujours que le rapide ne respectait pas le rythme du nageur. On a beaucoup dit chez nous, les enfants seront heureux si on respecte leur rythme individuel, si on répond à leurs besoins. Bon. On a fait toute une pédagogie autour de ça, pédagogie de choix de cours, pédagogie du respect du rythme individuel de l'enfant. Ce qui fait que le changement est brutal. Quand on s'amène dans la vie, je badine toujours en disant que malheureusement, pour vous comme pour moi, les tempêtes de neige ne s'amènent pas toujours au moment où je les voudrais, le samedi quand j'ai le temps de pelleter, le dimanche, etc. Pardon. Alors ça ne se fait pas de cette façon-là. Est-ce que vous croyez que les jeunes seraient plus protégés s'ils étaient plus croyants?
C'est Thibon, encore une fois, qui est remarquable, qui disait la vulgarité, c'est la cécité à l'invisible. Bon. Je pense que si on donne aux enfants le sens du lointain, le sens de l'invisible, Le sens du sacré. Le sens du sacré, je pense qu'à ce moment-là, évidemment, les racines sont beaucoup plus profondes. On est beaucoup moins ébranlé. Mais donner aux enfants le sens du sacré, le sens du lointain, c'est une chose qui implique une transformation profonde dans notre façon de faire les choses. Par exemple, qui implique que la salle de classe n'est pas un lieu, n'est pas un fourre-tout, c'est pas une foire. Il y avait autrefois la prière. C'était un rituel au début de chacun des cours. Ça débutait justement à l'école et ça débutait le C'est un très bel exemple de ce que faisait la pédagogie traditionnelle. Je le disais à Badina, des étudiants de l'Université du Québec, dernièrement, qui me demandaient des sujets de doctorat. Alors je leur disais, il y aurait d'abord l'orthographe. J'ai expliqué pourquoi tantôt. Il y avait ensuite de ça la prière. Imaginez-vous que les gens ont bondi, c'est cette histoire-là. Alors je leur ai dit, la prière, c'est d'abord quoi? La prière, c'est un recueillement, c'est simple. La sagesse des vieux. Un recueillement, c'est-à-dire qu'on se cueille à nouveau, on se recueille. C'était une constatation fondamentale de la pédagogie traditionnelle que quand on revient de dîner, quand on revient de chez soi le matin, quand on revient de la récréation, et qu'on respecte l'esprit et la vie de l'âme, on ne peut pas s'adonner à une réflexion sans se recueillir, c'est-à-dire se cueillir à nouveau. C'était le rôle de la prière. Bien sûr, il y avait tout un aspect disciplinaire dans la prière. Les anciens pédagogues se souviennent très bien que le professeur commençait son au nom du Père à très forte voix et ainsi soit-il était fait à voix beaucoup plus faible. Mais déjà, il y avait un recueillement chez les enfants. Vous parliez tout à l'heure de la réaction justement des étudiants de l'Université du Québec quand vous avez parlé de la prière. Quand on voyage un peu, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés où on sourit, où on rit, devrais-je dire, des croyants comme on le fait ici. Quelqu'un ici qui affirme sa foi fait encore sourire. C'est rare quand même. On ne voit pas beaucoup ça en Europe. Je veux dire, on voit plutôt le respect de la croyance de l'autre ou de l'incroyance de l'autre. C'est que le malaise est encore... Notre rapport à la foi est encore très, très complexe ici. Oui, on n'a pas liquidé les choses. Oui, ça a été une société simple chez nous. Alors, par conséquent, le facteur religieux jouait un rôle important et par suppléance, les gens de communautés religieuses se sont trouvés dans les hôpitaux, se sont trouvés dans les écoles, se sont trouvés dans les lieux facilement contestés dans une société. Alors, bien sûr, avec la contestation d'une approche, d'une conception de la société, a aussi été contesté l'aspect religieux. C'est le bébé qu'on a jeté avec le bain. Avec l'eau du bain. Ça se voit beaucoup moins chez les jeunes. Il y a, chez nous, à l'école, on sent beaucoup moins cette agressivité parce qu'ils n'ont pas connu, eux. Ils sont même surpris d'entendre certaines réflexions parce que l'aspect religieux, chez eux, n'a pas cet aspect d'oppression dont on leur dit que ça a déjà existé. Et ça, vous avez vu l'évolution chez les jeunes? Oui, nettement, nettement. Comment ceux d'aujourd'hui sont-ils par rapport à ceux d'il y a 10 ans, face à la croyance? Oui, il faut bien sûr reconvertir. Il faut, quand je dis reconvertir, c'est-à-dire qu'il faut revenir à l'essentiel. Il faut d'abord établir une chose comme le sens du sacré. Ça c'est essentiel. Il faut accepter d'abord que dans une grande école comme la mienne, ce ne soit pas une communauté chrétienne. Bien sûr, ça serait un leurre. Bon. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accepté qu'il y a à l'intérieur de l'école une communauté chrétienne qui s'est donné des assises, qui s'est donné des racines, et qui s'est donné une chapelle, qui devient un lieu de réflexion. Ce n'est pas un local de pastoral avec des coussins. Je ne vous dirai pas ce que je pense de la pédagogie des coussins. Vous trouvez que ça a l'air d'une discothèque, quoi? Exactement. Comme d'ailleurs ce qui s'est passé dans beaucoup de nos églises. Quand je deviens méchant à ce moment-là et quand je sais que je constate qu'on a remplacé des choses qui avaient du sens, du chant Sébastien Bach et du chant grégorien, par des petites chansons, des traductions de chansonnettes qu'on entend dans les cafés ou ailleurs, ça me révolte profondément. Je ne suis pas le seul. C'est ce beau texte de Marguerite Yourcenar qui dit qu'on a remplacé par des chansonnettes de cabaret des paroles qui avaient été dites par des milliers de chrétiens pendant des centaines d'années. Alors, ces paroles séculaires qui avaient un sens parce que des humains les avaient prononcées, on ne peut pas remplacer ça par des choses qui sont des choses farfelues. Alors, il faut redonner dans les écoles, d'abord aux enfants, le sens du sacré. Ce qui veut dire qu'il y a un lieu qui s'appelle la chapelle, où on ne fait pas de dialogue permanent, sinon de se taire et d'écouter. C'est Saint Benoît qui nous disait dans sa règle que si des gens se font silence, c'est que Dieu est parole. Alors, il faut apprendre aux enfants à écouter. C'est fondamental que d'apprendre aux enfants à écouter, ce qui n'est pas de mince besogne dans le monde dans lequel on vit. Mais justement, j'allais le dire, avec les Walkman sur les oreilles. Ça nous amène à poser des gestes qui sont presque des gestes de répression. Nous interdisons chez nous, à l'intérieur de l'école, le port des Walkman. Vous avez commencé par interdire le jean, c'était symbolique. Exactement, oui. C'était symbolique. C'était déjà symbolique.
C'était déjà d'une école qui n'est pas à la mode. Bon. Nous ne sommes pas à la mode. Ce qui veut dire que les gens qui viennent chez nous, qui nous disent, ben, tout le monde porte des jeans, on dit, bon, chez nous, on ne porte pas de jeans. Il y avait déjà une première entrée de jeu. Il n'y a pas de jeans. Alors maintenant, il n'y a pas de Walkman non plus. Il n'y a pas de Walkman. On accepte que les enfants arrivent à l'école avec les Walkman. Ça me fait mal au cœur de les voir s'en venir sur la rue. Je lisais un article l'autre jour d'un psychiatre qui disait aux gens qui s'enfermaient l'hiver de sortir. La première façon de lutter contre la dépression, c'est de sortir. Parce qu'on s'aperçoit à ce moment-là qu'on a encore prise sur l'univers. Ça m'a frappé énormément de penser qu'il y a toute une génération de jeunes qui s'en viennent à l'école avec les écouteurs sur les oreilles, n'entendent plus les oiseaux, n'entendent plus rien. Alors chez nous, à l'école, au moins à l'intérieur de l'école, on refuse puis on explique aux enfants que c'est une question de politesse élémentaire. Quand je m'adresse à quelqu'un, je veux bien qu'il m'entende. Et j'estime que c'est un manque de respect des autres que de parler avec des gens tout en ayant les oreilles fermées. C'est caractéristique, remarquez bien, il y a un symbole là-dedans que je trouve caractéristique. Ce qui est intéressant, c'est que vous soyez obligé de l'expliquer. Oui, oui, exactement, d'expliquer aux jeunes qu'il y a un minimum de respect. Je suis d'accord avec vous, c'est ça notre rôle d'éducateur. Et quand on dit dans que l'école n'a pas être à la mode, on en a un très bel exemple. On en a un très bel exemple. Oui. Justement, vous parlez de mode, mais sauf que tout le discours que vous tenez maintenant, si vous permettez, on a l'impression que maintenant vous êtes à la mode, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui nous regardent, j'en suis sûre. Il y a de plus en plus de gens dans la société qui pensent comme ça, qui ont fait une espèce de bilan et qui en arrivent à vos conclusions. Oui. Vous le sentez bien. Vous teniez le même discours, vous, il y a 15 ans, mais vous Oui. le sentez bien maintenant, quand vous tenez ce discours-là, que ça rejoint beaucoup de gens. Ce que vous dites est très juste. Un tout petit exemple. On a toujours permis chez nous aux élèves de fumer dans un fumoir et dans les deux angles de l'école. Jamais à l'intérieur de l'école. Bon. L'an passé, on a voulu nous faire aller plus loin. Il y a des gens qui ont dit une vraie école de non-fumeurs, ça serait une école où personne ne fumerait nulle part. Et je me suis retrouvé dans l'obligation de dire non, je n'accepte pas ce genre de répression. Ce qui veut dire que quand on respecte les traditions vraies, on est ordinairement dans le bon sens, ni à gauche ni à droite, mais dans la permanence. Et dans l'immortalité, d'une certaine façon. Et dans l'immortalité, la disparition, bien sûr, de l'approche religieuse dans nos écoles nous a fait mal. Nous a fait mal, justement, parce qu'elle nous a privés d'un dialogue avec une source essentielle. Et je pense que c'est dans la mesure où on essaiera de reprendre ce dialogue, mais ce n'est pas facile, bien sûr. Thibon disait qu'il se méfiait de deux types d'hommes, de ceux qui ne croient pas en Dieu et de ceux qui pensent l'avoir trouvé. Émile Robuchon, je vous remercie de cet entretien.